Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode de Essie. Aujourd'hui avec moi mes deux compères habituels, Charles. Bonjour. Et Alex. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous parler des moyens de transport mais cette fois-ci spatiaux. Et oui c'est un sujet passionnant et on n'avait pas le temps de l'aborder lors du dernier podcast parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à dire donc on le fait aujourd'hui. Avant de commencer je vous rappelle qu'on est en live sur badgeek.fr/live donc bonjour à tous ceux qui nous écoutaient en live. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Tumblr avec le hashtag @_c. Sur Twitter avec le hashtag @_c et sur Tumblr c'est e-c-anticipation.tumblr.com. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite les moyens de transport spatiaux et on va commencer fort logiquement par la conquête de l'espace. Oui, en fait, histoire de ce qu'on fait à chaque fois, de parler d'un sujet, on va revenir un peu en avance, bien, pour parler de la conquête spatiale de sa version globale. Donc, tout a commencé en fait, c'est très lié ça avec la guerre, les combats, les fusées. Donc, tout a commencé avec des fusées de combat en Asie parce que fallait se taper sur la gueule et le mieux, c'est d'être très loin de l'ennemi pour le faire. D'accord. Donc c'est ça, c'est des fusées à poudre, tout bêtement. On est très loin des fusées actuelles qui permettent de se déplacer. On va dire que on va passer toutes ces évolutions de fusées là pour arriver directement à un concept à peu près moderne, arboré par un certain Jules Verne en 1865 dans son De la Terre à la Lune, qui se dit tiens on va aller balancer des gens pour se déplacer dans l'espace, sauf qu'ils utilisaient un gros canon, voilà. Donc en gros, c'était on vous met dans une boule qui est le projectile et on vous envoie très vite. Bon, c'était pas très on va dire que il serait mort en étant lancé, mais on s'en fiche quoi. C'est pas grave. Beaucoup de principes y étaient là. On est vraiment dans un des piliers qui va amener la compréhension qu'on a du voyage spatial, c'est-à-dire des personnes dans un huis clos qui doivent y cohabiter ensemble pendant pas mal de temps. Parce que le voyage est finalement plus long qu'un voyage sur Terre, parce que sur Terre, quand tu fais le tour, t'as fait le tour, c'est bon, tu peux pas aller plus loin. Hein. Au XXe siècle, c'est là où il y a eu beaucoup d'idées. Voilà, début 20e, principalement en fait les idées de gestion d'engins à réaction en fait. On est plus dans la poudre. Il faut un nouveau concept parce que il paraît que la poudre ça brûle pas dans le vide. Ah. Voilà, c'est un truc tout bête, mais donc on va partir sur du carburant et du combustible qu'on met ensemble en liquide et qui vont faire une réaction qui va pousser. C'est en Russie, c'est Konstantin Tsiolkovsky qui a eu tous ces concepts-là. C'est lui aussi qui a l'idée d'un concept de station spatiale, c'est-à-dire c'est une zone temporaire dans l'espace qui tourne, qui serait en orbite, c'est-à-dire qui est à la limite de rentrer directement sur la Terre, mais qui tourne autour parce que avec l'attraction gravitationnelle et ainsi de suite, pour soit une zone tampon, soit une zone où on va pouvoir faire des expériences en apesanteur et proche du vide. Il y a aussi l'idée d'une fusée à étage en fait, que ce soit une partie qui est là pour s'extraire de l'attraction gravitationnelle pour sortir tout simplement et aller dans l'espace, et après la partie qui là demande beaucoup moins d'efforts parce que on fait que se déplacer dans l'espace et que finalement on n'est pas attiré par grand chose en fait, voilà. D'accord. Ouais. On enchaîne avec un des autres piliers de ce moment-là, c'est qui a vraiment beaucoup changé de choses, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les pays, tous les pays qui étaient impliqués dedans ont beaucoup fini appauvris, ce qui fait que il y avait plus que l'URSS et les États-Unis qui étaient les seuls à pouvoir investir dans des projets spatiaux à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que ça va amener lors de la guerre froide cette course à l'espace entre ces deux leaders qui étaient, c'était la guerre froide, et de toute façon tous ces attaques indirectes, on va dire, essayant de trouver à chaque fois une façon différente de faire mieux que les opposants.
Vous avez en 55, ils annoncent à un jour d'écart, le 29 juillet et le 30 juillet, qu'ils vont lancer des satellites. Donc les États-Unis puis l'URSS. Donc c'est-à-dire que tout était déjà en place. On enchaîne vite fait après, je vais vite parce que c'est pour tout dire, avec le premier vol humain. Donc c'est Vostok 1 en 61 et c'était Yuri Gagarin qui était dedans. Voilà. On enchaîne avec directement la première personne sur la Lune, tout bêtement. C'est la mission Apollo 11, le 16 juillet 69, à 9h32 secondes. Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin, voilà, envoyés par une Saturn V. S'ensuit après d'autres missions qui sont pas forcément mises en avant, mais qui ont quand même eu lieu. Faut savoir que quand même Apollo 11, c'était pas tout joli, même si ça marchait. C'était vraiment un gros gamble sur le fait que ils ont atterri en manuel, quoi. C'était pas si simple, quoi. Ouais. S'ensuit après les stations spatiales. Alors c'est ce concept qui a été inventé il y a finalement très très longtemps et qui est arrivé que très tard. Le premier c'est Skylab, le 14 mai 1972, qui a duré pas très longtemps en fait, uniquement 71 jours, parce que c'était pas très adapté. Comparé à le projet Mir, qui lui a été initié en 76, a été opérationnel en 86 et finalement a duré jusqu'en 2001, avant de sortir de son orbite, d'être désorbité pour tomber pas très loin. Donc là, c'est tous ces passages-là. Maintenant, il y a aussi les Européens qui lancent tout ce qui était Ariane pour en fait, là, la guerre froide est passée, les guerres aussi. Il y a de nouveau un peu plus de sous dans la baraque pour investir parce que sinon on est extrêmement dépendant des grandes puissances. Qui elle avait découvert l'espace. Donc le projet Ariane s'est lancé de cette façon-là pour pouvoir lancer au départ 1 ou 2 satellites gouvernementaux par an. Voilà, c'était l'objectif. Pour dire maintenant de nos jours où on en est, on a l'ISS, c'est la station internationale, celle qui a remplacé Mir, qui est fonctionnelle, qui est utilisée, et on commence à avoir des voyages touristiques, c'est-à-dire tu payes très 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 cher et tu fais un tour dans l'espace. Voilà. Donc c'est la version accélérée de l'espace pour les jeunes. D'accord. Maintenant, on va peut-être s'intéresser un peu plus aux différents modes de déplacement qu'on utilise pour aller dans l'espace. En fait, en termes de mode de déplacement, il n'y en a qu'un seul qui est utilisé. C'est le principe du moteur à propulsion. C'est simple, on essaye de déplacer une masse en lançant une autre masse très rapidement au point opposé où on veut aller, tout simplement. D'accord. Pour reprendre le canon, l'exemple du canon, faudrait pas. C'est l'idée du canon, sauf que c'est inversé. C'est le canon qu'on essaye de déplacer et pas le boulet. Pour un gros canon, ça serait plutôt d'utiliser l'effet secondaire du recul pour pouvoir se déplacer. Et pour ça, on utilise des gaz. Pourquoi on utilise des gaz? Parce que c'est plus pratique. Et le gaz, en fait, il y a une formule qui prend en compte plusieurs variables. Donc, il faudrait que ça soit un gaz et surtout, il faudrait qu'il soit à haute température. C'est pour ça qu'on fait une propulsion en mettant le feu à des gaz. C'est pour augmenter la température du gaz qu'on expulse et du fait augmenter la vitesse de propulsion de la fusée. D'accord. Voilà. Ok. Alors du coup, par contre, durant les voyages spatiaux, on a quand même un problème majeur, c'est la distance, puisque comme tu l'as dit Alex, sur Terre on fait 200-300 km, dans l'espace c'est plutôt des centaines de milliers, de millions, voire de milliards de kilomètres si on voulait aller aux confins de l'espace. Et quand on sait qu'une fusée se déplace à une vitesse moyenne de 40 000 km/h, enfin vitesse maximale de 40 000 km/h, on peut se dire que ça peut être très long. Alors je vous donne juste 2-3 exemples. Pour aller sur la Lune, on met en
environ 3 jours et demi à cette vitesse théorique. Évidemment, on met plus parce que on n'est pas tout le temps à la vitesse maximale sur la fusée, hein, fort logiquement. Mais pour un ordre de grandeur, c'est 384 400 km un voyage sur la Lune. Ça commence déjà à faire pas mal. Maintenant, admettons qu'on veut y aller sur Mars. On y allait il y a pas si longtemps. On a mis une sonde ces derniers temps. Alors, dans le meilleur des cas, Mars c'est 56 millions de kilomètres. Dans le pire, c'est 400 millions de kilomètres, suivant comment les trajectoires des deux planètes sont alignées. Et même dans le meilleur des cas, à la vitesse théorique maximale, on mettrait déjà plus de 2 mois. Bon, on n'est pas arrivé. Hein. Et puis enfin, maintenant, on se dit, tiens, on va aller coloniser des nouvelles planètes et conquérir le monde, enfin l'univers. Et puis on se dit, tiens, on va aller sur la première planète habitable, découverte il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, qui serait, je dis bien serait parce qu'on n'est pas certain qu'elle soit tant habitable que ça, mais enfin bon, et qui serait à 12 années-lumière, ce qui est très très peu en taille spatiale hein, finalement, mais ça fait quand même 120 000 milliards de kilomètres, soit à peu près 350 000 ans pour y aller. Autant dire qu'on a le temps de se faire de longues parties de cartes. Ouais. Et ouais, c'est là en fait, tu viens d'aborder un point, c'est que ces distances sont tellement énormes que on parle d'années-lumière. L'année-lumière qui est une distance. Hein. Donc oui, pour dire, c'est le temps que c'est la distance que met en une année la lumière, la vitesse de la lumière. Oui, ce qui doit faire 100, ça fait 100 000. Attends, non, ça fait 10 000 milliards de kilomètres. Voilà. Donc en fait on arrive dans une grosse problématique, c'est comment gérer ces trajets-là qui sont sur des distances qui sont impossibles de réaliser identiquement sur Terre, enfin sauf en faisant des tours et ainsi de suite, dans l'espace. Donc on va déjà s'interroger sur la cartographie de l'espace. Actuellement on a une cartographie assez sommaire de l'espace qui nous montre que où on peut aller, les objectifs qu'on a et où il serait intéressant d'aller. Comme tu as dit, les distances varient parce qu'en fait, tout est sur des axes qui tournent forcément et il suffit d'y aller au mauvais moment et on arrive à des distances qui sont multipliées par 8 ou 20. En gros, il est plus intéressant de partir au bon moment plutôt qu'à la bonne vitesse. Voilà. Donc ces temps-là de trajet amènent forcément à un temps passé qui est proche de celui de la vie humaine complète. C'est-à-dire, on va plus faire un déplacement pour changer de vie, mais notre vie va être un déplacement. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc ça nous amène à dire, est-ce que il y a vraiment un intérêt à se déplacer pendant 95% de sa vie, simplement pour découvrir quelque chose dont on n'est pas sûr. C'est une grosse problématique sur ce sujet-là, qui nous amène vraiment à se demander si faudrait pas plutôt faire ça petit à petit pour découvrir uniquement ce qui nous rapproche, ainsi de suite. On pourrait souvent comparer à cette découverte de l'espace à la découverte qu'on a fait quand on avait on fait des bateaux et on va dans l'eau, et ainsi de suite. Sauf que dans l'eau, tu sais où tu peux t'arrêter et tu peux trouver à manger ou alors à vivre. Là, tu es obligé de vivre en vase commun dans le vaisseau lui-même. Ouais, tout à fait. Après, une deuxième problématique aussi, c'est la vitesse de déplacement, parce que vu que ces trajets sont extrêmement longs, on pourrait se dire, il faut aller plus vite, beaucoup plus vite, énormément plus vite, et peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut dépasser la vitesse de la lumière, ou tout du moins l'atteindre? Alors, déjà, peut-on dépasser la vitesse de la lumière, je vais répondre tout de suite, non. Dans notre théorie actuelle, en tout cas. Puisque pour s'intéresser à ce problème-là, il faut se pencher sur la théorie de la relativité, éditée par Einstein, et sur, en fait, la théorie de la relativité, c'est deux théories ensemble, la relativité restreinte et la relativité générale. Je vais mélanger tout ça parce que je suis pas un expert et parce que j'ai pas le temps de vous expliquer tout dans le détail de toute façon. Mais en gros, pourquoi on ne peut pas atteindre, ou tout de moins ce serait impossible, enfin théoriquement impossible, d'atteindre la vitesse de la lumière, pour une simple raison, c'est que les objets ont une masse. Et pour augmenter notre vitesse, on a besoin d'énergie. Mais plus on va monter notre vitesse, plus la masse à déplacer, entre guillemets, alors j'y reviendrai après, mais plus la masse augmente. Et donc plus l'énergie nécessaire pour augmenter la vitesse augmente, et ainsi de suite. Et on atteint une limite qui est à l'infini, l'infini étant inatteignable, on ne peut pas arriver à la vitesse de la lumière. Alors quand je dis que la masse des objets augmente, c'est faux, parce qu'en réalité elle n'augmente pas la masse des objets. Je lance une pomme, ma pomme fera toujours, 200 grammes.
C'est juste que, en fait, on donne cette image-là puisque du point de vue, par exemple, de la personne qui ne bouge pas, si je redevais mesurer le poids d'un objet qui se déplace, d'une pomme qui se déplace à quasiment la vitesse de la lumière, j'aurais un poids incommensurable parce que nos systèmes de mesure de masse induisent en fait une gestion de la vitesse, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même dans la théorie de la relativité, c'est que j'ai dit qu'on ne pouvait pas atteindre la vitesse de la lumière si on avait une masse, mais si on n'en a pas, on peut l'atteindre. Et c'est, bien évidemment, la lumière elle-même et les photons qui la composent. Et d'ailleurs, la théorie de la relativité part d'un postulat. Le postulat étant que la vitesse de la lumière se déplace à une vitesse constante, et on l'a mesurée dans le vide à 300 000 mètres secondes environ. Donc aujourd'hui, le gros défi va être de se rapprocher, comme on le voit dans les films, dans les trucs, avec leur bond plus rapide que la lumière ou je ne sais quoi. Ça va être aujourd'hui le défi d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Plutôt, ouais. Oui. Et donc, ça nous amène à notre dernière partie où on va s'intéresser un peu à qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Ouais. Alors, l'évolution, on va parler d'abord des trajets, parce que l'évolution des trajets, comme l'a dit Alexandre, les trajets vont être de plus en plus longs. En tout cas, ça dépend des objectifs, mais si on essaye d'atteindre ce qui pour nous serait un Eldorado, une autre planète viable. C'est toi, Aurélien ou Alexandre, je crois, qui nous disait que ça ferait 12 années-lumière, c'est ça? Donc 12 ans minimum. Oui, donc oui. 12 ans minimum. À la vitesse de la lumière, oui, tout à fait. À la vitesse de la lumière, hein. Attention, hein, ce qui est déjà quelque chose de pratiquement impossible. Oui, tout à fait. Voilà. Donc 12 ans minimum. C'est quelque chose qui va nous paraître extrêmement long, surtout dans un terme de trajet. Donc pour contourner cela, la science-fiction et les projets sur lesquels travaille l'humanité seraient tout d'abord la cryogénisation. À ne pas confondre avec la cryogénie, qui est l'étude des organismes en dessous d'un certain degré. Donc la cryogénisation, c'est la technique tout simplement de congeler un corps humain dans l'espoir, afin de le réveiller plus tard et tout simplement de lui faire sauter 12 ans de son existence pour pouvoir lui faire sauter en fait tout le voyage et qu'il ne respire pas, il ne consomme pas d'eau, il ne consomme pas de nourriture, enfin c'est un corps parfait pour voyager. Et l'idée, voilà, c'est de le réveiller à la fin du voyage pour lui dire c'est bon, c'est passé. Et comme ça, on économise toutes les ressources en air, en eau, en nourriture. Le problème étant que la cryogénisation au jour d'aujourd'hui, c'est une technique qui n'est pas viable parce que tout simplement, quand on congèle un corps humain, au niveau cellulaire, toutes les cellules explosent. Voilà. Truc sympathique. Truc relativement sympathique. Tu te réveilles, t'as un tas de bouillie. C'est un peu ça, oui. Alors, en fait, c'est simple. C'est un peu comme le principe d'une bouteille d'eau qu'on met au congélateur. Sachant que la glace est plus légère que l'eau parce qu'elle inclut de l'oxygène, en fait, elle gonfle. La bouteille va exploser. Les cellules humaines vont faire exactement la même chose. La cristallisation va faire en sorte que ça explose. On peut réduire quand même ce risque-là de la cryogénisation avec des liquides de conservation qu'il faudrait injecter dans le corps humain. Oui. Et il y a une deuxième technique qui serait la vitrification. Voilà. Ah, comme le parquet, quoi. Voilà. Enfin. C'est facile, le parquet, on fait de la vitrification dessus. C'est pas trop ça, mais. Je pense que c'est pas la même technique, non? Non, c'est de l'hyperpression. D'accord. Donc, du coup, on confine vraiment la cristallisation dans la cellule. Donc, ces deux techniques sont à l'étude. Pour l'instant, ça marche pas trop, mais on espère quand même que dans l'avenir, ça marchera.
Donc voilà. Sinon, on a l'étude, alors les navettes qui pourraient embarquer des populations. Ça c'est une solution viable pour pouvoir assumer des longs trajets. C'est en fait de se dire que on envoie. Alors pour que ça soit viable, ça a un seuil minimum de 40 000 personnes, je crois, parce que il y aurait pas Oula. trop de risque de consanguinité sur plusieurs générations. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi je parle de risque de tout Consanguinité. simplement de consanguinité, c'est tout simplement parce que ceux qui partent ne seront pas ceux qui arrivent sur la planète. Ouais. On se dit, on sait pas faire des voyages qui vont très vite, donc on va plutôt partir sur un voyage qui va durer plusieurs générations et on envoie plusieurs personnes, enfin plus de 40 000. Très loin et on voit ce que ça fait. Donc pour que l'idée soit viable, il faudrait inclure les paramètres d'air, d'eau et de nourriture pour 40 000 personnes, ce qui fait une très 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 grosse navette spatiale. Ouais. C'est quelque chose qui est pas très exploré parce que tout simplement c'est pratiquement infaisable dans cette optique-là. En fait, ça serait faisable dans une optique un peu plus macro, ça serait faisable dans l'optique d'envoyer directement une petite planète avec un réacteur et de l'envoyer au fond de l'univers. À la limite, ça serait faisable. Parce que le principe, la grosse problématique, ça serait le secteur d'autonomie de la navette. Donc une navette autonome, ça renouvelle, comme je vous l'ai dit, l'air, l'eau et la nourriture. Donc pour l'air, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait des plantes. À savoir que les plantes, ça crée de l'air, mais pas autant qu'on croit. En fait, la principale masse d'air qu'on a actuellement, ça viendrait des planctons plutôt. Et dans une navette, l'espace qu'on pourrait mettre est énorme par rapport à un seul humain qui serait autogéré en oxygène. C'est pas une plante verte par humain, hein. C'est vraiment beaucoup plus. Pour l'eau, là c'est pareil, ça paraît vraiment très difficile à faire en sorte qu'un humain puisse avoir ses réserves d'eau sur plusieurs générations. C'est quand même quelque chose de particulier. Alors, l'idée serait de renouveler à 100% l'eau pour que les personnes et les plantes aussi puissent en avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose de pas faisable actuellement, mais bon. C'est une théorie, hein. Et pareil, la nourriture. La nourriture, à partir du moment où on a l'eau et l'air, ça paraît peut-être envisageable. C'est-à-dire qu'il suffirait de faire des plantes, voire des animaux. Voilà. Et à ça, je dirais qu'un voyage qui durait plusieurs générations embarque un autre problème. C'est le contexte social. Si on leur laisse que de l'eau, de la nourriture et de l'air, sur plusieurs générations, je suis à peu près sûr qu'ils se suicident tous et qu'il y en a certains qui deviennent dingues. C'est vrai, c'est un grand problème ça. Tout à fait. Donc en plus de ça, il faudrait prévoir d'autres facteurs. Voilà. D'autres occupations. Ouais, d'autres occupations. Enfin bon. Ok. Donc là, on a parlé de personnes qui se déplacent, mais maintenant on va parler de ce qui les déplace. Donc c'est les moyens de déplacement, toutes ces idées pas forcément viables ou alors qui sont issues de l'imaginaire collectif. On va tout de suite commencer avec la vitesse de la lumière, dont tu as déjà un peu parlé, Aurélien. Oui, je reviens sur mon thème de la vitesse de la lumière parce que donc j'ai dit que c'était quasiment inatteignable, mais supposons quand même qu'on arrive à créer un vaisseau ou une navette ou quelque chose qui atteint presque la vitesse de la lumière. Admettons 290 000 mètres secondes, ce qui est pas la vitesse de la lumière, donc ça tend pas vers l'infini, c'est possible à atteindre. Il faudrait peut-être une énergie colossale pour déplacer ce vaisseau, mais admettons on y arrive. Alors là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on tombe sur un autre problème, c'est que dans la théorie de la relativité, l'espace et le temps sont étroitement liés et indissociables. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on se déplace à de telles vitesses, on comprime l'espace et le temps. Dans le sens où si vous êtes sur Terre à regarder et à faire coucou à votre copain qui est en train de partir dans le vaisseau spatial à 290 000 mètres secondes,
et qui part par exemple pour une planète qui se situe à des milliards et des milliards de kilomètres. C'est un voyage qui prendrait à une vitesse conventionnelle peut-être, je sais pas, 300 000 ans. Et ben vous allez attendre 300 000 ans pour qu'il revienne. Par contre, lui, il va peut-être se passer, je sais pas, une dizaine d'années. J'ai pas fait le calcul parce que c'est un calcul assez complexe, mais admettons, il se passerait pour lui que 10 ans. Ce qui veut dire que c'est finalement une sorte de forme de voyage dans le temps, puisque si ce vaisseau fait demi-tour et revient sur Terre, lui, il aura vécu 10 ans à l'intérieur du vaisseau, mais il se sera peut-être passé 300 000 ans sur la Terre. Ouais. Et là, on touche à un autre problème qu'on abordera peut-être dans un des podcasts suivants, en tout cas j'aimerais bien qu'on l'aborde, c'est le voyage dans le temps avec toutes ces théories. Mais bon, restons sur le déplacement dans l'espace, et je vous conseille pour ça un excellent film qui est La planète des singes. Et oui, ça n'y paraît pas, mais ils abordent extrêmement bien ce sujet-là, de manière très simple, il n'y a pas de souci, c'est pas détaillé avec les formules et tout, mais ils expliquent, c'est un peu ce qui arrive au héros en fait, que son vaisseau en fait devait partir sur une planète pour aller la coloniser, l'explorer, tout ça. Puis finalement, il y a une erreur dans la navigation, le vaisseau fait demi-tour, et lui il était en état cryogénique, je crois, pendant, je sais pas, 10 ou 15 ans, je sais pas exactement la durée, sauf qu'il revient sur Terre en fait 200 000 ans plus tard, ou je sais pas combien, et c'est les singes qui ont pris le contrôle de la planète. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que en déplacement, on comprime l'espace-temps, et donc pour lui, il s'est passé peu de temps, alors qu'il s'est passé beaucoup de temps sur Terre. On a fait d'ailleurs un exemple qui fonctionne, qu'il a prouvé, c'est qu'on a utilisé 2 horloges atomiques strictement identiques et évidemment réglées à la même heure. On en a envoyé une dans l'espace dans une fusée qui se déplaçait, et une qui restait sur Terre. Quand celle dans la fusée est revenue, elle était en retard de quelques nanosecondes. C'est très peu, mais ça prouve finalement que ça existe. Et après, on a d'autres moyens de déplacement dont Charles va nous parler. Oui, je vais vous parler du voile photonique. En fait, c'est très simple, c'est se dire que qu'on exploite l'énergie de la lumière, mais en termes de déplacement, pour pouvoir souffler dans une voile, pour pouvoir tracter finalement un objet dans l'espace. Cette idée-là permet de, en fait, est en analogie finalement avec la voile d'un bateau, tout simplement. C'est-à-dire que on remplace le vent normal par la lumière, et ça permettrait à un corps de se déplacer dans l'espace. Alors le problème de cette idée, c'est qu'on est dépendant d'une source de lumière. C'est-à-dire que sur d'un système solaire à un autre, on serait propulsé par un soleil, et plus on s'éloigne de lui, plus on perd de propulsion. Ouais, tu perds de la puissance. Ouais. Ceci dit, vu que la masse continue à avancer dans l'espace, il y a peut-être moyen de s'en sortir. C'est-à-dire que la vitesse ne ralentit jamais dans l'espace. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler d'une deuxième forme d'énergie qui est le vent solaire. Alors le vent solaire, c'est quoi? C'est en fait le soleil, il perd de la masse à chaque seconde. Il perd une grande quantité de masse sous forme de toutes petites particules qui est projetée dans l'espace en fait régulièrement, et qui pèse rien. C'est vraiment de l'atome, et qui est chargé en électricité. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Cette voile-là, cette énergie-là, on pourrait la réutiliser comme sur une voile de photo, sauf que ça serait juste pour réutiliser en fait le vent solaire. Alors directement, il existe vraiment, c'est vraiment très intéressant de constater que près du soleil, on peut se déplacer rien qu'avec ce petit gaz qui est expulsé à une vitesse de 500 mètres secondes, quelque chose comme ça. Mais ça représente quelque chose. Et pour vous montrer bien en fait l'exemple de ce vent solaire qui représente vraiment quelque chose d'intéressant, je vais vous parler du film Armageddon. On avait dans ce film une excellente théorie qui disait si on bombardait un astéroïde avec des missiles nucléaires, on n'arriverait pas à le détruire, mais si on arrivait à l'intérieur et qu'on arrivait à le faire exploser de l'intérieur, on arriverait à séparer en suffisamment de morceaux pour que en fait il se désagrège dans l'atmosphère. Et il existe une autre solution, ça serait d'utiliser les vents solaires. C'est-à-dire qu'on envoie une navette là-bas de gens qui ont à bord tout simplement des bonbonnes de peinture blanche par exemple,
et on peint toute une surface de la comète qui va s'écraser sur Terre en blanc. Et du coup, le vent solaire va pousser Alors, il faut s'y prendre suffisamment tôt, évidemment, comme dans l'exemple du film Armageddon. Et ça pourrait permettre de pousser la comète assez loin pour qu'elle dévie sa trajectoire. Ouais, petit à petit. Petit à petit. Voilà. Intéressant comme hypothèse. Voilà, c'est pas une hypothèse de moi, c'est quelqu'un qui l'avait évoqué dans une émission, je m'en rappelle plus de son nom, je suis désolé de la réutiliser comme ça, mais c'est une hypothèse qui illustre vraiment bien l'exemple des vents solaires. D'accord. Donc on va continuer dans ces moyens un peu détournés de l'espace pour se déplacer avec les fameux trous de verre. Alors il y a beaucoup de spéculations sur leur existence, leur type, est-ce que on peut se déplacer, comment dedans, et ainsi de suite. Donc pour vite fait mettre sur plan, un trou de verre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une zone de l'espace qui amène à une autre zone de l'espace qui n'est pas liée directement si on prendrait un vrai plan en 3D, mais qu'en fait il y aura une connexion, une espèce de porte invisible entre ces deux zones. En gros, ce serait que vous avez les lumières, n'importe quoi, qui passe dedans, mais qui ressort à un autre endroit. Donc ça permettrait par exemple de faire un saut entre une zone en XYZ vers une autre zone en XYZ. Et ainsi gagner du temps sur cette distance-là qu'on parcourt instantanément, vu que en gros on est du point A au point B, on est sur un portail tout bêtement. Il y a de plus en plus d'informations comme quoi ce serait lié avec les trous noirs et ainsi de suite. C'est vraiment des recherches compliquées parce que c'est pas facilement réalisable et compréhensible de voir une zone. On sait qu'il y a des zones de type trou noir qui existent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce trou noir en fait? C'est ça le souci. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les concepts de les trous de verre. On peut passer que dans un sens, on peut passer que dans un autre, ou alors on peut faire un aller-retour dedans. Donc oui. Ces fameux trous de verre là, en fait, ce serait le moyen le plus efficace en fait de se déplacer facilement et rapidement dans une cartographie énorme de l'univers spatial s'il existait, parce que il suffirait de trouver les bons trous qui vont au bon endroit pour ainsi gagner un temps phénoménal. Tout à fait. Voilà. Donc Charles, tu vas nous parler de quelque chose quand même qui se rapproche pas mal avec les voyages interdimensionnels. Oui, les trous de verre sont une façon en fait de passer d'un espace à l'autre, mais les voyages interdimensionnels, ça serait plutôt l'idée de passer dans une autre dimension où il serait possible de dépasser la vitesse de la lumière, tout simplement. Une dimension où les règles seraient complètement différentes, enfin, oui, différentes. C'est ça, ouais. Les règles seraient complètement différentes et du coup, il serait carrément possible de passer à des vitesses hallucinantes aussi. Voilà. À ne pas confondre malheureusement avec les trous de verre, hein, parce que cette technologie-là. Alors, juste une petite remarque par rapport à ça. En fait, en science-fiction, il y a un principe de hyperespace qui est commun à toutes les science-fiction, qui est en fait un gros bordel où on met toute la théorie des trous de verre et toute la théorie des voyages interdimensionnels, le subespace et tout ça, et on fait limite on écrit c'est magique, ça marche quoi. Voilà un peu le délire. Donc vraiment ces deux théories qui sont pas si liées que ça en fait, sont le subespace et les trous de verre. En science-fiction, elles sont malheureusement mal empruntées en fait. Voilà. Mal décrites. Je voulais vous parler d'une deuxième théorie qui est complètement invraisemblable, ce qui serait les objets à gravité variable. Et là, je me rapproche d'une récente découverte qui est le boson de Higgs. Alors, on l'a découvert, il existe, et il permettrait...
Ouais. À On n'a pas le- 99%. Non, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était des erreurs de mesure. Enfin, on n'est pas sûr. Mais on va pas tergiverser. Continue, parce qu'on est déjà en bourre de temps. Oui, oui, bien sûr. Alors, le boson de Higgs, enfin, il serait possible, c'est un élément subatomique qui serait responsable de la gravité. Et donc, il y a certaines personnes qui supposent que si on pourrait avoir une influence là-dessus, on pourrait artificiellement créer des masses, voire des masses négatives, qui pourraient propulser, enfin, qui sur un jeu de moteur rotationnel permettrait de créer une nouvelle forme de propulsion dans l'espace. Voilà. Tout D'accord. simplement. Du coup, on va conclure cet épisode ici parce qu'on est déjà à la fin du temps. On avait beaucoup de choses à dire dans ce podcast. On a dû donc speeder un petit peu. On est désolé si on n'a pas tout traité dans le fond du sujet. On se retrouve mardi 16 avril à 21h, toujours sur Bad Geek en live pour l'épisode 9. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous demander des sujets, à nous poser des questions. On y répondra avec grand plaisir. Et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.